La troisième rencontre, c'était dans le Uber, en rentrant. Déjà, ce que je trouve marrant, c'est que j'ai eu énormément d'occasions de partir, et c'est celle-là qui m'a amené dans ce Uber. C'est peut-être le destin, peut-être pas. J'arrive, et direct le mec il me tape la conve. Il a trop de choses à dire. Il me raconte que ça peut être des travailleurs, des fois c'est des policiers qui vont de banlieue à centre de Paris, dans des centres, leur commissariat, etc., très tôt pour des urgences ou je sais pas ce qui commence très tôt. Il me raconte qu'il était dans la même société que mon beau-père qui a fait faillite. Je joue le jeu et je lui pose des questions. Il a décidé d'arrêter parce que il sentait que son taf, il commençait à partir en cacahuète. Il travaille dans une société de distribution. Comme vous pouvez le savoir, le monde de la distribution a énormément évolué durant ces dernières années jusqu'à ce qu'en fait, par exemple, des sociétés perdent leurs clients principaux et aient à se diriger vers de nouveaux clients, genre Amazon. Et c'est à ce moment-là que la mentalité du management Amazon, auquel il a dû faire face en tant que contrainte qu'il devait intégrer, c'est pas passé. Donc il a décidé de changer. Du coup, ça fait 3 ans qu'il est Uber de nuit, exclusivement de nuit, certainement pour le confort des horaires de conduire à Paris de manière assez fluide. Et devinez quoi? Je lui ai posé la question. Si vous aviez 100 millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez avec ça? 100 millions d'euros? 100 millions, oui. Et au début, comme tout le monde évidemment, il a répondu Je vais vivre avec les intérêts. Je n'ai pas me casser la tête. Je vivre avec les intérêts ou sinon, j'investis dans l'immobilier. La pierre. et du coup j'ai dû encore une fois diriger la question en disant Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que vous feriez de votre vie et de votre temps? De Le mon temps. Ah, je m'amuserai. Je vais voyager un peu, je vais découvrir un peu le monde. Une fois que le tour du monde est fini, j'essaierai de trouver un endroit où je vais me retrouver en paix, en sécurité. Et en même temps, j'aiderai beaucoup les gens. Les gens qui ont du mal, ou sinon je ferai comme une association pour aider les pauvres. J'aiderai beaucoup en tout cas les personnes en difficulté. Je pense que ça va être ça mes journées. D'aller aider les gens. Vous aurez fait quoi vous? Vous m'avez dit 100 millions d'euros. Pourquoi déjà vous avez pensé à ça? Parce que c'est selon moi une question qui nous permet de savoir ce qu'on veut faire dans notre vie. De notre vie. Ouais. En réalité, quand on a ça, je pense, les bonnes personnes hein, vont faire du bien aux gens. C'est-à-dire ils vont faciliter les choses. Ouais. Ils vont faciliter les choses, ils vont rendre les gens... En fin de compte, moi là, je suis content quand je rends les gens heureux. c'est ça ce qui ferait d'autant d'argent et de son énergie et de son temps aussi. Donner, vivre sa petite vie, trouver un endroit où finir. Ensuite, par le biais de je sais plus trop quoi. D'ailleurs c'est marrant, c'est quand on passait par mon quartier d'enfance, il disait Par contre, j'habiterai plus à Paris. Ah ouais? Ouais. Je quitte Paris. Si j'ai 100 millions d'euros, non, je reste pas sur Paris. Vous savez, moi j'ai 48 ans et j'ai jamais connu Paris aussi bas que ces 10 dernières années. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que vous pouvez citer comme Paris choses que vous observez dans Alors, Paris? Paris, en fin de compte, il y a beaucoup d'insécurité. Ça est dû à la pauvreté, je pense, parce que les gens se sont appauvris. Déjà là, les Parisiens, là, ils se sont tous rabattus en banlieue. Ouais. Ils sont plus dedans Paris. Secondo, on sent là, il y a un climat de tristesse. Il y a un climat de détresse. Les gens ils sont trop stressés. Les gens ils vivent à 1000 à l'heure. Il n'y a plus, c'est devenu comme des robots, c'est pire que New York. Je ne sais pas si vous avez vu sur Paris, les gens maintenant, personne ne calcule personne. Tu vas voir quelqu'un, il tombe dans la rue, les gens vont tracer la route. Ouais. Rapidement, qu'il y a 3 semaines, une dame, elle était en vélo sur rue de la Roquette. Elle a glissé, elle a tombé. Elle était un peu bourrée. Elle était par terre. J'ai vu des véhicules passer, personne ne s'est arrêté. J'appelle les pompiers, il y avait 2-3 personnes, ils leur ont dit, vous pouvez m'aider et tout. Ils étaient là, ils ont tourné leur tête, ils ont marché. Il y avait une, elle était un peu curieuse, une dame, elle a regardé comme ça, mais elle a tracé sa route. Et là, je me suis dit, mais quel monde on vit. il m'a cité les raisons avec lesquelles je suis généralement d'accord, pas forcément pour les causes mais les symptômes évidemment. Cet homme avait 48 ans et il me parlait aussi de sa vision des rencontres. C'était naturel, c'était à la rue. On allait en boîte pour draguer des nanas, c'était sur place, c'était... C'est pas comme maintenant. Mais avant, c'était vraiment les femmes, c'était des femmes. Maintenant, les meufs de maintenant, t'as l'impression que c'est des bonhommes, c'est des... Elle te parle en wesh, tu sais même pas qui t'as affaire, elle peut te faire un 4-4-2,
il va t'arriver une galère, tu sais pas ce qu'elle peut te préparer, parce qu'elles sont méchantes. C'est plus. Ou sinon tu vas voir la meuf, elle met pas de robe, elle met rien, elle est en pantalon, on dirait un mec. Tiens, elle a pas de forme, rien du tout. Et ça, je me dis, c'est un peu dommage, quoi. Vers la fin de la conversation, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a tenu un angle des propos qui sont assez extrêmes. Avant, même les chiennes, ils étaient respectueuses. Dans le sens, c'était pas des michetonneuses comme maintenant. Ils pensent qu'à l'argent, qu'à l'argent. C'est une chienne, mais avec modération. C'est-à-dire, dans le sens, elle va pas te pomper ton argent à la mort. Maintenant, je les vois. C'est les michetonneuses, tu sais, ils sont là, ils veulent que ton fric. Ça, c'est un truc qui me dégoûte, quoi. Et même les meufs normales, ils sont devenus michetonneuses sans le vouloir. C'est que du matériel. Il n'y a plus d'amour comme avant. La meuf, elle tombe amoureuse. Les mecs, pareil, non? Parce que le mec, il a 10 nanas, la meuf, elle a 10 mecs. Moi, personnellement, j'ai pas énormément de jugement. Je pense que la vision des gens, la vision du monde, c'est le fruit de leur expérience et leurs circonstances. C'est tout ce qu'ils ont traversé qui les amène à penser ce qu'ils pensent. C'est assez évident, mais à partir de ce postulat, je trouve ça assez limité, en fait, et ça montre en nous-mêmes des failles d'émettre un jugement et de créer des raccourcis sur ok, ce mec est bien ou mauvais ou pense de manière complètement biaisée ou débile. C'est malheureusement le fruit de ses expériences dans son contexte. Il a tenu ces propos-là et il y avait très peu de retenue et une vision très cloîtrée peut-être. Et c'est quelque chose que je me disais, waouh, c'est marrant le contraste avec la première réponse qu'il m'a apportée et ce qu'il peut penser à côté de ça. Je vais pas étendre davantage cette note, mais c'est un truc que j'aurais peut-être eu du mal à avaler auparavant. La nuance des humains, tout simplement. On n'est pas tout blanc, tout noir. Tout ce qu'on observe, tous les résultats, toutes les alchimies entre les gens sont le fruit de leur expérience. Et les nuances et même peut-être les paradoxes, c'est ce qui crée la variété. Sans ça, on serait juste des groupes par-ci par-là. Et il n'y aurait pas d'échange intergroupe. Cet homme, c'est le fruit d'une génération qui a connu la belle France, qui a grandi là-dedans, qui s'est fait porter, qui a vu son déclin, qui a subi certains désastres sociologiques, mais dont le cœur n'a pas été altéré. Alors dans tout ça, il continue. Et peut-être qu'un jour, il aura les 100 millions.